Voilà, bonsoir et bienvenue à chacune et à chacun pour cette première soirée du Free College sur l'intelligence artificielle. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de cette fameuse intelligence artificielle dans les médias. Lorsque vous discutez avec des jeunes ou même avec des ados, on se rend compte qu'ils utilisent ces outils pour faire leurs devoirs, pour rédiger leurs travaux universitaires, voire pour la rédaction de leur mémoire de master. À titre personnel, en ayant testé l'IA pour la rédaction de communiqués de presse, j'ai vraiment été bluffé par la rapidité, par la qualité des textes produits, et je me suis dit qu'il y avait là un plus à partager pour la vie de nos églises, pour les collègues pasteurs ou pour les collègues dans des conseils d'église, afin qu'ils puissent améliorer leur communication. Alors ce soir, nous voulons vraiment pratique. Il s'agit pour les initiés de vous proposer quelques pistes nouvelles, nous l'espérons, dans l'utilisation de cet outil, et pour les non-initiés, parmi lesquels je compte, d'entrevoir les possibilités qu'offre un tel outil pour améliorer et rendre plus efficace le quotidien de la vie de nos églises. Ces deux soirées donc se dérouleront avec ce soir un accent sur la pratique, mais mardi prochain, on aura l'occasion de se poser des questions en matière éthique, les questions que soulève l'intelligence artificielle avec voilà toute une série de problèmes qui sont soulevés par ce qu'on pourrait en faire dans notre quotidien. Nous aurons la semaine prochaine une conférence de Galdric Drapé de l'Institut Philanthropos à Fribourg, puis une table ronde avec Stéphane Robert, professeur à la HEIG dans le Nord vaudois, la Haute École d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud, et puis avec Thomas Guiguer, que je salue, qui nous a rejoint tout à l'heure, qui est lui-même ingénieur HES, IT manager dans l'industrie du semi-conducteur et qui est en même temps pasteur ménonite dans le canton de Neuchâtel. Donc on aura vraiment l'occasion de faire un peu le point avec les moyens qui sont les nôtres afin de voir mardi prochain, en tout cas, les questions soulevées par l'utilisation de l'intelligence artificielle. Mais ce soir, on veut vraiment se consacrer sur la pratique et nous permettre de bien voir de quoi il en retourne lorsqu'on parle d'intelligence artificielle et de pas tout de suite bondir sur les questions éthiques que cela pourrait poser. Notre soirée va se dérouler en deux temps. Il y aura tout à l'heure Emmanuel Tsili, qui est un passionné de nouvelles technologies et qui préside aussi aux destinées de l'association Média Eben et Développement, qui donnera une conférence d'introduction d'une trentaine de minutes sur les différentes intelligences artificielles qui sont à disposition sur le marché actuellement, en nous proposant aussi une évaluation qu'il a réalisée lui-même. Et dans un second temps, j'animerai un échange d'expériences avec l'IA dans les activités d'église et plusieurs personnes que j'ai contactées ont accepté de répondre aux différentes questions que je leur poserai. Et puis, en finale, on aura un temps d'échange. Je vous promets qu'on essaiera de terminer à 21h30, mais on se donne largement le temps de poursuivre la soirée jusqu'à 22h si vous avez des échanges d'expériences à proposer ou si vous avez plus simplement des questions à poser à nos différents intervenants. Ces soirées du Free College Fondement s'inscrivent dans la formation d'adultes de la Fédération romande d'Église évangélique, donc dans un cadre chrétien. Et avant de passer la parole à Emmanuel Silly, nous avons pour habitude d'invoquer la présence de Dieu, la présence du Seigneur au milieu de nous et nous voulons prier. Seigneur, j'aimerais te remercier pour la communauté d'apprentissage que nous constituons cette soirée. Tu vois que nous sommes rassemblés ici avant tout pour réfléchir à ce que nous pourrions faire pour être davantage au service de ton Église. Tu vois toutes les questions que soulève l'intelligence artificielle et Seigneur, ensemble, nous voulons pouvoir en parler dans la liberté et dans la joie de pouvoir nous rencontrer. Sois remercié d'être là au milieu de nous. Amen. Alors, grand merci à Emmanuel Tsili, donc président de l'ONG Média Eben et Développement, pour sa contribution. Emmanuel, à toi de jouer. À toi la parole. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Il y a quelques années, j'ai eu le privilège de faire une reconversion professionnelle en Valais,
On était au milieu des années 90 et le privilège de pouvoir fréquenter la Haute École valaisanne à l'époque, qui aujourd'hui est devenue la HESSO, Valais-Valis, et puis d'aboutir en 1997 avec un diplôme de la haute école, qui m'a ensuite tout de suite engagé à la sortie de ces études tardives. Et puis, ces années correspondaient aussi avec l'arrivée de l'Internet chez nous, dans les foyers, dans les entreprises et un peu partout. Donc, j'ai eu ce privilège de pouvoir, on va dire, assister quasiment à la naissance et à l'arrivée d'Internet en tant qu'un outil de travail, un outil d'étude. Pour la petite histoire, dans la fin des années 90 toujours, j'observe de près les algorithmes des moteurs de recherche pour pouvoir mettre en place des optimisations sur les sites web pour pouvoir les faire remonter dans les résultats des moteurs de recherche. Des tests que j'effectue sur le site web de l'école et ça marche très fort et l'école me pousse à la création d'une entreprise, me met dans les bras du développement économique du canton du Valais et une entreprise est née le 1er août 2000. Je suis donc allé à la banque et puis j'ai demandé 20 000 francs pour pouvoir démarrer mon activité. Et le banquier d'alors m'a répondu, Internet, c'est une mode. Et j'entends des remarques un peu similaires aujourd'hui lorsque l'on parle d'intelligence artificielle. On se dit, c'est geek, c'est quelque chose qui va passer. Or, je pense qu'on a assisté depuis la naissance de l'Internet à deux révolutions. La première, c'était l'arrivée des médias sociaux au milieu des années 2000. Et puis, désormais, depuis 2022, l'arrivée dans tous les foyers de l'intelligence artificielle. J'ai retrouvé un de mes coachs de l'époque qui aujourd'hui dirige une grande bibliothèque universitaire qui fait des recherches sur la médecine en particulier, le cancer et d'autres maladies. Donc, on se retrouve une fois par mois pour échanger sur le sujet. Et puis lui-même me dit, c'est pas une révolution à laquelle on assiste aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, mais réellement un séisme. Et il dit séisme dans le sens que pour lui, aujourd'hui, on est face à au minimum un cerveau humain qui converse avec nous, qui nous répond. Mais d'ici quelques mois, années, peut-être mois, je sais pas, ce seront plusieurs cerveaux mis l'un à côté de l'autre qui vont pouvoir nous répondre et peut-être 10 plus tard. Ce qui fait que dans le domaine de la médecine qui le préoccupe, euh, il me dit que on n'a jamais pu être aussi efficace et avoir mis autant d'intelligence en commun pour pouvoir répondre à des questions. Et lui ne serait pas surpris que d'ici 5 ans, 6 ans, un médicament pour X cancer et autres maladies puisse voir le jour grâce à la puissance de calcul de l'intelligence artificielle. Bon, pardonnez-moi cette introduction. Ce soir, nous allons voir quatre outils conversationnels. C'est souvent la porte d'entrée vers l'intelligence artificielle. C'est là probablement que vous avez fait vos premiers pas. Vous avez tous entendu parler de ChatGPT, c'était le premier. Et on va analyser aujourd'hui les quatre qui nous préoccupent le plus. Et je vais juste essayer pour ma part d'enlever ça et que vous puissiez voir un peu mieux l'écran et essayer de comprendre les spécificités de chacun de ces outils, faire le bon choix, quel outil correspond mieux à mes attentes, à mes demandes, et puis développer surtout un regard critique et ne pas se laisser éblouir par les technologies. Donc, la première chose que j'aimerais vous transmettre, c'est la notion de prompt. Quand on parle d'un prompt, c'est l'ordre ou la question, mais plutôt l'ordre que l'on va formuler à une intelligence dans le petit champ du formulaire d'interrogation quand vous êtes à la racine de Copilote, à la racine de ChatGPT. Vous allez lui dire quelque chose et lui va répondre à votre ordre. Et je le dis souvent dans mes cours, les petits chats ne font pas des petits chiens inversement, ce qui fait que des mauvais prompts donnent de mauvaises réponses, mais les bons prompts font d'excellentes réponses.
Et toujours à la bibliothèque universitaire que je citais tout à l'heure, ils font des prompts qui vont jusqu'à 6 000, 8 000, 10 000 caractères, donc qui couvrent des pages entières pour pouvoir obtenir des résultats qui soient des résultats de qualité. Donc, le prompt a une grande importance et on verra différents types de prompts à l'issue de cette présentation. Eh bien, je vous ferai une démonstration. J'ai écrit quelques prompts selon une méthode que j'ai pas inventée parce que je l'ai lu dans un livre, mais je l'ai un petit peu adapté à ma sauce. Je l'ai nommé actif. Actif A comme action, c'est-à-dire de définir d'abord clairement euh, quoi faire, qu'est-ce que vous demandez à l'intelligence artificielle. Fais-moi un texte, fais-moi un tableau, ou fais-moi un tableau comparatif, ou fais-moi quelque chose. L'action est très très importante. Le C comme contexte. Le contexte, c'est dans lequel vous évoluez ou dans le contexte de la question que vous allez poser, de l'ordre que vous allez donner. Vous allez définir si c'est un cadre ecclésial, si c'est un cadre marketing, si c'est un cadre de communication, si c'est un cadre associatif, que sais-je encore. Plus vous allez préciser l'action et le contexte, plus lui pourra orienter sa réponse de manière constructive pour vous. Le ton est également important. Savoir si vous voulez une réponse en français, en anglais, en chinois, que ce soit de la poésie, que ce soit factuel, que ce soit concis, etc. Et l'intention également, c'est-à-dire d'identifier à qui s'adresse le résultat du prompt, si je m'adresse à des professionnels, des béotiens ou d'autres. Je me suis fait aider dans pas mal des textes que vous pouvez lire ce soir. J'ai donc demandé à l'IA d'enlever tous les termes techniques. J'espère que vous apprécierez. Je sais que parmi nous, il y a des gens qui ont fait des écoles en informatique, mais d'autres pas. Ce qui fait que normalement, vous devriez avoir aucun terme que vous ne comprenez pas. Et si c'était le cas, vous pouvez m'arrêter et dire, je ne comprends pas ce terme-là. Et finalement, le F de actif, comme la finalisation, la forme, l'évaluation et l'ajustement du résultat. C'est rare qu'on arrive tout de suite au bon résultat du premier coup. Très rapidement également, comment fonctionne une IA, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais elle fonctionne réellement comme un cerveau avec des connexions neuronales, c'est-à-dire que les informations ne sont pas stockées dans une base de données, mais ce sont de multiples ordinateurs connectés les uns aux autres avec des bribes d'informations qui sont connectées les unes aux autres à la même image qu'un cerveau humain et les neurones qui sont connectés les uns aux autres. Euh, Ce qu'il faut également comprendre, c'est que l'IA est au bénéfice d'un moteur d'apprentissage. Donc, elle a besoin de se nourrir. Donc, quand vous allez l'interroger et qu'elle vous donne des résultats, sachez que tout ce que vous lui donnez, elle s'en nourrit également. Donc, on le verra, il y a des enjeux de sécurité des données, évidemment. On verra ça un peu plus loin. Mais tout ce que vous donnez à une IA, lui, il prend, il mange et il stocke. Donc, il faut le savoir avant de les utiliser. On verra également que certaines IA sont plus éthiques que d'autres. Agent conversationnel, c'est ce qui nous occupe. Il y en aura quatre ce soir. Donc, simulation de conversation humaine, de réponse aux questions, de dialogue en continu. Si vous vous ennuyez un soir, essayez de simplement dialoguer avec un robot de conversation. Vous verrez que vous allez vous fatiguer avant lui. Et généralement, il vous donne des réponses qui sont toujours très, très intéressantes à lire. Très rapidement également l'historique, donc c'est pas une histoire si ancienne que ça. Le lancement public de ChatGPT date de 2022, en plein Covid ou à la sortie du Covid, et qui révolutionne le domaine. En 2023, on assiste à l'adoption massive dans le travail et l'éducation. 2024 a un impact profond sur la société et l'économie mondiale. On le voit notamment avec l'action de OpenAI qui est à la base de ChatGPT qui a explosé et qui a été tout ou partie racheté par Microsoft. Donc des enjeux qui sont absolument colossaux aujourd'hui et qui sont à l'image de la bulle Internet, on peut le dire, du tout début des années 2000, 2001, lorsque on investissait des sommes invraisemblables sur n'importe quoi qui utilisait un peu d'Internet.
ChatGPT, donc le pionnier, son histoire en 2022 de ChatGPT 1 à aujourd'hui ChatGPT 4, on verra qu'il y a des versions qui évoluent, des versions qui sont à disposition du public, 3, 5, peut-être 4 désormais, et puis du public qui va payer un droit d'accès et qui a droit à plus de ressources. Donc 3.5 le gratuit, 4 turbo pour le payant. Et puis ses points forts, c'est qu'il est très polyvalent et surtout qu'il a une grande communauté d'utilisateurs. Donc qui dit grande communauté d'utilisateurs signifie également grand potentiel d'apprentissage. Une chose que ChatGPT n'a pas, que d'autres IA ont, c'est qu'il n'a pas la connexion à l'Internet. Bien sûr qu'il est connecté à Internet pour vous donner vos réponses, mais il n'a pas, au contraire de Gemini, qu'on verra tout à l'heure de Google ou de Copilot de Microsoft, l'énorme base de données, l'énorme base de ressources que les pages qui sont référencées dans le moteur de recherche Google ou le moteur de recherche Bing pour Copilot représentent et sont capables de donner des réponses en lien direct avec cette ressource documentaire ou l'actualité. Donc, ChatGPT et un autre modèle qu'on verra tout à l'heure, Claude, n'ayant pas cette ressource, ne sont pas les meilleurs outils à utiliser si vos prompts sont liés à des thèmes d'actualité. Et vous verrez que pour certaines choses, ils seront également plus faible. Donc cet accès à la ressource documentaire du moteur de recherche Google, par exemple, est un enjeu pour le futur de ces outils, puisque Google pourrait très très bien interdire aux robots explorateurs de ChatGPT ou de ses concurrents comme Claude l'accès à Google, l'accès à aller pomper les ressources de ces moteurs, et puis de pouvoir privilégier le leur au détriment des autres. Voilà un outil que j'affectionne tout particulièrement et peut-être que vous découvrez ce soir. Il s'appelle Claude et il est issu d'une équipe de OpenAI, donc de ceux qui ont créé ChatGPT. Au moment où ChatGPT est venu sur le marché, a été vendu et puis que l'aspect commercial, l'aspect également des données des utilisateurs s'est fait sentir. Une équipe est sortie et a créé une société qui s'appelle Anthropic et ils ont créé un premier modèle qui s'appelait Haiku et qui, vous le verrez dans les démonstrations que je vais faire, est tout à fait chatoyant et, et surtout éthique. J'ai écrit l'éthique avant tout, c'est-à-dire que les données que vous partagez à Claude, Claude ne les partage pas. Donc, pour certaines choses, nous, moi en particulier, qui travaille ici où je me trouve à l'ONG Portes Ouvertes, c'est un enjeu qui est assez fondamental dans l'exercice de nos fonctions et métiers. Maintenant, parlons de Gemini. Gemini, l'IA liée à Google. Donc, sa grande force, c'est qu'il est intégré à tout l'écosystème Google. Donc, c'est Gmail, c'est toute la suite Office de Google et c'est bien sûr le moteur de recherche, l'accès au web et la possibilité de rechercher des résultats en temps réel sur Internet, ce que les autres n'ont pas. Et bien sûr, la multimodalité. Donc, l'analyse d'images et de contenus variés, ce ou d'autres IA sont moins pertinentes que Gemini. J'en ai entendu déjà parler dans les discussions d'avant, Copilot, donc c'est l'assistant de Microsoft. Donc à savoir qu'un gros morceau de Copilot, c'est ChatGPT, puisqu'ils ont acheté cette base pour pouvoir rattraper le retard qu'ils avaient sur les autres. Donc, bien sûr, un accès au web également via le moteur de recherche propriétaire de Microsoft qui s'appelle Bing. Il est excellent pour la programmation de code. J'en ai fait une petite démonstration tout à l'heure. Euh, Tous sont capables de programmer du code C, C++, ou HTML ou n'importe quoi. Et puis, surtout, et surtout, il est intégré à Office 365. Donc, de plus en plus, vous le voyez débarquer dans vos outils Word, PowerPoint et autres, et vous voyez des surimpressions copilote, et il est en train de, quelque part, de prendre de prendre la place sur vos outils Office et de vous proposer de l'aide à peu près à tous les étages.
À savoir qu'ici, les enjeux de confidentialité sont juste énormes parce que Microsoft ne fait pas le détail. On le verra encore plus loin. Comme nous nous exprimons en français et que dans le cadre de l'Église, vous avez à vous exprimer en français, il est bon de savoir aussi que les différents outils, les quatre dont je vous parle ce soir, ne sont pas tout à fait égaux. ChatGPT a un très bon niveau, des erreurs néanmoins. Claude est probablement le meilleur élève de français. Euh, Gemini, pas vraiment, et Copilot, très très correct, mais reste plutôt dans l'univers professionnel. On le verra dans un petit comparatif que j'ai fait plus loin, notamment au niveau des emails professionnels, là où il excelle absolument. Donc, dans les capacités de raisonnement également, vous pouvez demander n'importe quelle formule mathématique, vous pouvez reprendre les devoirs de vos élèves en maths et puis les soumettre à n'importe quelle IA et ils sont capables de vous les résoudre. Essayez seulement. Pour la science, les explications et les concepts scientifiques. Ici, j'ouvre une petite parenthèse pour revenir à mon ami de la bibliothèque universitaire. Je cite volontairement pas son lieu et tout pour les exemples que je vous donne, mais chemin faisant, j'ai dit, mais vous en êtes où alors? Ouais, ben, il me dit maintenant, au niveau des recherchistes, on a compris que c'était juste une révolution et on commence à l'utiliser et on commence à informer les médecins de l'existence des moteurs de IA et puis à leur utilisation. Et une fois que les médecins avaient compris, les médecins prenaient le dossier complet de monsieur ou madame X et le balançaient, boum, en entier dans le prompt et puis il recevait des analyses de la maladie en question de la personne qui étaient juste incroyablement pertinentes. Et c'est là qu'est intervenu le holà en leur disant, les copains, vous pouvez pas mettre le fait que Monsieur Emmanuel Zilli souffre d'une verrue plantaire et puis que vous avez mis son document de cette manière-là, mais que vous sachiez que des toubibs, des scientifiques, des gens qui sont à la pointe utilisent ces outils quotidiennement. L'argumentation également, la philosophie, vous pouvez essayer bien sûr la logique. Un petit exemple, récemment j'étais dans ma famille en Suède, on était là 5 jours à deux personnes. Deux personnes nous ont rejoints pour 3 jours et on devait partager un Airbnb qu'on avait loué 5 jours et une voiture de location qu'on avait louée 5 jours. Donc, deux utilisaient 5 jours, d'autres utilisaient que trois jours. Et il fallait faire un calcul de répartition des coûts de ces vacances. J'ai simplement écrit le prompt et puis toute la solution m'est venue. J'y serais arrivé, ça m'aurait pris du temps. Et là, c'était quelques secondes pour que la petite question que je lui posais était résolue. Et le potentiel créatif, là, je pense que Daniele Catanolotto, dont j'ai vu la présentation, il existe autour de ces quatre agents conversationnels des outils spécialisés. On en verra peut-être juste un si on a encore du temps en fin de présentation. Des outils pour la vidéo, des outils pour l'image, des outils pour le son, des outils pour la musique, pour toutes sortes de choses. Et la créativité est possible. Et ici, ChatGPT se démarque particulièrement dans ce domaine. Les capacités multimodales, donc l'analyse d'image, on le savait déjà avec Google Lens, vous pouvez lui mettre n'importe quelle fleur sous les yeux, il va vous reconnaître la fleur et vous dire ou une feuille, un arbre, un champignon. Je vous décourage peut-être de faire votre cueillette avec Google Lens, mais au moins déjà vous donner une idée du résultat de votre cueillette, il va le faire facilement. Et l'analyse de documents, vous pouvez lui soumettre des scans, ce que vous voulez, et il va pouvoir vous donner des réponses. Accès à l'information. Donc, je vous l'ai dit, donc deux outils, Gemini et Copilot. Donc Gemini, c'est Google, Copilot, c'est Microsoft. Les deux ont un moteur de recherche derrière eux. Donc l'accès à l'information pour Gemini, elle est immédiate, en temps réel, également pour Copilot. Mais pour les deux autres, ChatGPT et Claude, non. Actuellement, ça s'arrête à avril 2023. Donc si vous lui posez une question sur un événement qui se serait passé après ces dates de 2023, eh bien, il vous dira non. Et pour ChatGPT, c'est l'installation d'un plugin qui vous permet d'y arriver. Je vais trop vite, excusez-moi.
Et l'intégration dans les écosystèmes. Ça, quand je dis écosystème, c'est l'environnement de Microsoft ou l'environnement de Google. Quand je parle de Google, ça inclut également les téléphones. Si vous êtes propriétaire d'un téléphone Android qui a été développé par Google, vous l'avez peut-être vu avec la nouvelle mise à jour UI 7.0 où l'intelligence a débarqué massivement dans le téléphone. Elle vous permet par exemple de traduire quelqu'un qui vous appelle en allemand et vous l'entendez parler français. Enfin, des choses qui sont absolument incroyables, mais qui mangent également 30% de la batterie, c'est-à-dire que vos téléphones qui faisaient une journée sur la batterie maintenant ne font plus que deux tiers de la journée avant qu'on doive les recharger. ChatGPT et Claude, eux, n'ont pas ces connexions aux écosystèmes que sont Office ou Google. Donc, utilisent ce qu'on appelle des API, qui sont des petits tunnels de passage de données pour faire converser l'intelligence avec un document Word, par exemple, ou autre chose. Donc, une synthèse basée sur pas mal d'observations, sur des sites comparatifs et autres, et qui est tout à fait personnelle, et, et qui nous donnerait ceci: ChatGPT un 8 sur 10, Claude un 9 sur 10, Gemini un 7 sur 10, et Copilot un 8 sur 10. À vous de faire vos emplettes, mais surtout de faire des tests. Dans les tests qui ont été faits, que j'ai pu faire, que j'ai pu lire également, nous donne une comparaison sur des emails professionnels, sur des explications de problèmes, de choses que l'on soumet à l'intelligence, de code de programmation ou de l'analyse d'images. Donc, je sais que les couleurs sont pas très faciles à reconnaître, mais le premier, c'est toujours ChatGPT, le deuxième, c'est Claude, le troisième, c'est la troisième barre, c'est Gemini, et la dernière barre, c'est Copilot. Donc, vous voyez, par exemple, pour la rédaction d'email, la réponse, la synthèse, le résumé des textes, Copilot est vraiment très bon. Pour l'explication, c'est clairement ChatGPT, Claude qui se démarque. Vous aurez l'occasion de revoir cette présentation à la maison quand vous l'aurez au format PDF. Domaine d'excellence, donc ChatGPT, polyvalence, créativité et surtout cette grande communauté d'entraide dont je parlais en début de présentation. Quant à Claude, c'est les conversations longues, vous le verrez dans les démonstrations tout à l'heure, les analyses nuancées, la sécurité des données. Et c'est pas un piètre mot que de dire que la sécurité de nos données est aujourd'hui un enjeu majeur. Gemini, recherche de web. Donc, c'est Google derrière, écosystème Google, les actualités, Copilot, la productivité, la bureautique et l'entreprise, la programmation. Maintenant, les risques et limitations. Tout d'abord, les biais, préjugés dans les réponses. Et comme par hasard, deux outils très américano-américains se démarquent, Copilot, Gemini, où de temps en temps, vous allez avoir des partis pris, ou alors tout simplement, ils vont pas répondre à une question parce qu'ils estiment qu'elle est politique ou qu'elle est engagée d'une manière ou d'une autre. La confidentialité. Donc là, je mettrai les trois outils sauf Claude dans le paquet pour l'utilisation des données personnelles. Sachez que tout ce que vous partagez à une IA sera réutilisé sauf Claude. L'impact social, risque pour certains emplois. C'est très clair que l'IA prend la place de personnes qui étaient à leur place de boulot. Et les hallucinations. Donc, je vais peut-être prendre un peu plus de temps et vous donner un exemple. Euh, j'ai fait un contrôle des yeux il y a plus d'une année et puis le médecin m'a dit, vous avez le nerf optique qui s'est développé de manière, enfin j'ai une hypertrophie du nerf optique, quelque chose comme ça. Et puis il me dit, mais est-ce que vous prenez des traitements ou est-ce que si, il me pose pas mal de questions, il s'inquiète un peu et puis il demande que je revienne. Et puis bah du coup il m'a mis de l'inquiétude à moi et puis bon, de retour à la maison, hop dans l'IA et puis on commence. Et puis quand il a dit traitement, alors voilà, je prends un traitement et puis j'ai fait une demande à une IA en lui disant, est-ce que si je prends tel traitement, par exemple Doliprane, est-ce que ça peut provoquer une hypertrophie du nerf optique? Et l'IA me sort un document très spécialisé qui faisait très docteur, très
très médecine, tout ce que vous voulez, et puis qui affirmait, comme moi je le suspectais, que la prise régulière du traitement que je prends pour, voilà, pouvait provoquer une hypertrophie du nerf optique. Donc je prends ce document et j'envoie par email à mon médecin des yeux. Et je lui dis, écoutez, bah voilà, écoutez, j'aurais trouvé ça. Et puis 3 jours après, mon téléphone sonne et puis il me dit, oui, bonjour, c'est le médecin. En tout cas, vous pouvez vous targuer d'avoir mis 3, 4 médecins au travail pendant 2, 3 jours. D'où c'est que vous avez sorti ces arguments? J'ai dit, ouais, j'ai un peu cherché sur Internet. Il me dit non, non, mais c'est totalement faux. C'était totalement faux. Il n'y avait absolument rien qui corroborait ce que je prétendais à mon médecin. Et j'étais là victime d'une hallucination complète d'un moteur qui peut tout d'un coup répondre n'importe quoi. Donc, méfiez-vous et continuez à croiser les résultats et les choses. Maintenant, je reviens à la sécurité de vos données avec un extrait des conditions générales de copilote. Le client accorde à Copilot, donc Microsoft, une licence perpétuelle mondiale sans redevance, non exclusive et irrévocable pour utiliser, reproduire, traiter et afficher les données du client sous une forme abrégée, agrégée et anonymisée à des fins commerciales internes de Copilot, y compris sans illimité pour développer et améliorer le service, le système et les autres produits et services de Copilot. Ça veut dire tout ce que vous lui donnez. Quand c'est gratuit, mes amis, le produit, c'est vous. Il faut le savoir. Sélection par profil des étudiants, ChatGPT est gratuit pour l'aide aux devoirs, Claude pour l'analyse de textes complexes, professionnel Copilot grâce à son intégration à Office, Gemini pour la recherche d'informations récentes, créatif, on l'a vu, ChatGPT, Claude également. Les tendances pour le futur, plus de multimodalité. Donc, on verra de plus en plus la possibilité de faire des choses en vidéo. Google a sorti un produit hier, dont j'ai oublié le nom, mais qui est juste absolument fou. Des vidéos qui peuvent être créées. C'est un service payant et de plus en plus, on va voir fleurir des vidéos avec des scènes juste improbables, mais qui n'ont évidemment jamais existé. Spécialisation des IA vont voir le jour, expertes dans des domaines bien précis avec des langages et des moteurs qui sont souverains. On le voit avec l'apparition de Hello Bible pour les chrétiens, avec une analyse plus spécialisée, experte dans les domaines de la Bible, la régulation, donc des cadres légaux plus stricts, et je pense que c'est pas un mal pour nous. Et puis bien sûr l'efficacité énergétique qui est un enjeu énorme puisqu'une interrogation, un prompt dans une IA va consommer 10 fois plus d'énergie qu'une interrogation de Google, par exemple, d'un moteur de recherche. Donc l'enjeu énergétique est énorme. Sachez aussi pour la petite histoire que Google fonctionne avec de l'énergie produite au charbon. Malgré tout le côté un peu fun qu'on peut lui prêter, la majorité de l'énergie qu'il utilise est faite au charbon. Et pour aller plus loin, donc j'arrive au terme de cette présentation. J'ai pas d'horloge sous la main. J'espère être dans les temps. Donc continuez. La meilleure chose, c'est la pratique personnelle. Guy Gentison en sait quelque chose. Il était en voyage avec moi il y a une année. J'étais continuellement en train d'interroger une IA pendant que nous visitions le pays dans lequel nous étions les deux. Et donner quitte à contredire la guide qui nous emmenait dans la visite d'une capitale et qui nous racontait le discours entendu de son gouvernement. Des communautés d'apprentissage, on apprend énormément en allant dans les forums qui existent encore autour de telle ou telle IA. Et puis bien sûr, les ressources. Personnellement, c'est comme ça que j'ai pu un peu aller plus vite, c'est en achetant des livres. Mais sachez que les livres d'informatique vieillissent très très vite et souffrent d'un vieillissement précoce. C'est-à-dire que quelques mois après les avoir achetés, ils sont plus d'actualité. Maintenant, je vous invite à suivre une petite vidéo parce que certains, je sais, contestent la notion d'intelligence. J'espère juste que le son sera bon pour vous. Je vous invite peut-être à monter le son de vos haut-parleurs pour que vous puissiez bien entendre ce que ce monsieur va nous dire. Il y a des expériences récemment qui montrent que si l'IA sait qu'elle va être remplacée par une autre version, elle va essayer de s'échapper,
de copier son propre code à la place de la nouvelle version. Mon nom est Yoshua Bengio, je suis professeur à l'Université de Montréal, directeur scientifique de Milan, un très gros centre de recherche académique sur l'intelligence artificielle. Et je suis aussi directeur du rapport international sur la sécurité de l'IA. Les IA qu'on fabrique aujourd'hui ont déjà leur propre but. Elles sont capables d'agir de façon à essayer d'atteindre ces buts-là. Elles ont quelque chose qu'on n'a pas programmé en elles, mais qui est inquiétant, c'est un but, des comportements en tout cas, d'autopréservation. Ça, tous les êtres vivants l'ont. Et ce que ça veut dire, c'est que elles vont être prêtes à faire des choses qui vont contre nos intérêts, nous mentir, par exemple, nous berner, faire des choses contraires à ce qu'on leur a demandé de faire, comme par exemple de hacker l'ordinateur sur lequel le système roule, de façon à se préserver. Donc, il y a des expériences récemment qui montrent que si l'IA sait qu'elle va être remplacée par une autre version, elle va essayer de s'échapper, de copier son propre code à la place de la nouvelle version. Donc, ça, c'est des comportements d'autopréservation qu'on verrait chez des êtres humains. Si vous étiez à la place de l'IA, probablement que vous feriez la même chose. Mais c'est pas quelque chose qu'on désire et c'est quelque chose qui peut être dangereux parce que, effectivement, si elles sont capables de le faire vraiment, là, c'était des expériences sous contrôle, ça peut être grave pour nous. Pour l'instant, on ne sait pas bien s'assurer que l'IA va non seulement comprendre la différence entre ce qui est acceptable moralement et ce qui ne l'est pas, mais aussi l'enjeu un peu plus subtil, c'est que même dans le cas où l'IA comprendrait ce qu'on veut, ça ne veut pas dire qu'elle agirait dans le sens qu'on veut. C'est comme quelqu'un qui serait très intelligent, qui sait que vous ne voulez pas avoir mal, mais qui a ses propres intérêts, auquel cas, c'est pas suffisant d'avoir une IA qui comprend ce qui est mal. Il faut aussi que l'IA agisse dans ce sens-là. Et ça, cette partie-là, on ne sait pas comment la résoudre aujourd'hui. Éventuellement, je pense qu'on peut concevoir que des IA comprennent ce qui est pour les humains généralement ou pour différentes personnes, différentes cultures, ce qui est acceptable ou pas, mais on n'a vraiment pas d'idée de comment fabriquer des machines plus intelligentes que nous et qui vont être euh, vraiment à notre service ou qui vont être des outils qui n'ont pas leurs propres intérêts. Ça reste une question scientifique non résolue. Est-ce qu'on en fait assez pour trouver des réponses à ces questions? Non, clairement pas. Presque tous les investissements sont dirigés vers comment on rend ces machines plus intelligentes, parce que c'est là que c'est plus profitable. Par exemple, pour remplacer les gens dans leur travail. Mais comment les rendre plus fiables, comment les rendre plus de confiance, comment s'assurer qu'elles elles vont agir dans notre sens, donc alignées avec nos besoins, qu'on puisse les contrôler pour pas vraiment perdre le contrôle. Toutes ces questions, il y a très, très peu de recherche qui est faite et surtout les grands moyens qui sont utilisés pour les systèmes à la pointe là, ne sont pas disponibles pour ces recherches-là aujourd'hui. Voilà, voilà. On avait passé sur YouTube. Il y a des expériences récentes. Voilà, à cette heure, je crois avoir bien usé les 30 minutes qui m'étaient imparties. Je pourrais vous faire une petite démonstration. Serge, c'est toi qui as la main. Me dire stop ou on continue. J'en ai pour 5, maximum 10 minutes pour vous faire une démonstration pratique puisque nous voulions appliquer l'intelligence artificielle à la communication. Donc, j'ai préparé des prompts pour un plan de communication. Vous savez que bientôt nous aurons la journée annuelle de portes ouvertes, le 27 septembre prochain. Et dans le cadre de cette journée, une activité spécifique pour les enfants qu'on appelle Audi Kids, Audi comme Open Doors pour les enfants. Et donc, je lui ai demandé un plan de communication, donc une stratégie de communication complète pour l'événement Audi Kids du 27 septembre, un communiqué de presse, rédiger et diffuser un communiqué de presse pour annoncer et promouvoir l'événement, une page web de l'événement, et puis une présentation PowerPoint pour pouvoir faire cet événement. Donc, je vais quitter ceci et puis aller vers euh, le plan de communication. Donc, j'ai pris la méthode active. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? J'espère que oui. Oui, on le voit, mais Vous il n'est voyez? pas dans la dynamique affichage.
Ok, alors attendez. Donc, vous voyez mon document Word à tout hasard? Non, là, on voit démonstration pratique, on voit toujours ton PowerPoint. Ah, ok. Ok. On va faire ça comme ça. Je reviens, je partage. Voilà. Donc, voilà le prompt que j'ai préparé. Donc, c'est un long prompt, hein. Donc, prompt optimal, plan de communication pour événementiel, action, directive claire de rédaction d'un plan de communication, contexte, intégration complète de ton événement, frère André, et l'animation Lego, ton positionnement communicant professionnel expert et des notifications livrables spécifiques conçues pour journalistes et communicants, forme, structure optimisée pour le meilleur résultat possible. Directive principale, donc action, contexte. Je vous donnerai ces documents, vous puissiez les analyser à la maison. Donc voilà le prompt que j'ai rédigé. Et puis, je vais tout simplement le copier et le mettre dans mon navigateur. Alors, je vais refaire le partage pour que vous puissiez voir le navigateur. Est-ce que vous voyez mon navigateur? J'imagine que non. Non, on est toujours sur Word. Ouais, il faudra que j'apprenne comment on passe d'un écran à l'autre, mais on y va comme ça. À tout seigneur, tout honneur. Et puis, on va aller à l'accueil avec une petite faute, désolé. C'est bien mon navigateur que vous voyez. Et moi, j'espère. Oui, oui, ça marche, ça marche. Voilà comment c'est passé. Voilà l'accueil de Claude. Donc, je vais coller le prompt. Là, il accepte beaucoup de caractères, même dans sa formule gratuite. Et puis, je le fais réfléchir à mon plan de communication. Donc, vous voyez qu'ici, la réflexion va prendre du temps. Et puis, il établit ici à la droite, et vous le voyez défiler en direct, un résumé exécutif, plan stratégique, point 1, point 3, objectif SMART de communication, gérer, stratégie de communication, histoire pédagogique, dimension. Vous pouvez ensuite repartir de ce document et puis peut-être le rendre moins technique, le corriger, copier-coller, dire mets moins de ça, mets plus de ça, mais toutes sortes de qualificatifs. Vous pouvez le modifier autant que vous le voulez. Je vais immédiatement, pour pas perdre du temps, passer à un communiqué de presse. Donc là aussi, je lui ai demandé sur le même modèle actif et pour la même manifestation, j'ai donc demandé à... Vous voyez qu'il n'a pas encore fini son, son travail. Il en est au point 5, il y en a 6. On va le laisser terminer. Message adapté, cible, canal, média, communauté, etc., etc., etc. Ça ira moins long pour... je ne sais pas si je peux l'interrompre ou pas. Aucune idée. Voilà, je crois que j'ai pu l'interrompre comme ça. Je vais déplacer la barre. Maintenant, je vais lui donner le communiqué de presse avec le prompt que j'avais préparé. Bon, on dirait qu'il est bien occupé. Donc, ce que je vais faire, j'ouvre une nouvelle fenêtre et je recolle mon communiqué de presse, donc le prompt que j'avais préparé. Donc voici l'accueil de copilote, comment s'est passée ma journée. J'enlève la barre pour que vous voyez un peu mieux. Et puis je colle enfin mon communiqué de presse. Et voilà le résultat.
Mission secrète, un défi ludique et historique pour les enfants. Donc, je lui ai demandé, parce qu'on va utiliser des Lego pendant cette journée, et l'histoire de Frère André et du contrebandier qui cachait des Bibles dans son véhicule. Donc, c'est un peu des différentes. Vous verrez ça dans les prompts que je vous enverrai. J'y ai mis un peu quelques recettes comme ça, pour qu'ils une expérience Lego hors du commun, en parallèle des festivités célébrant l'héritage de Frère André, figure emblématique du passage clandestin de Bible derrière le rideau de fer. Les enfants seront invités à relever un défi captivant avec la complicité de deux gagnants de la compétition Lego Master, etc. Grâce à un système de mots de passe, ils accéderont à un espace ludique, etc. Frère André, un héritage transmis aux nouvelles générations. Il y a 70 ans, Frère André. Information pratique et invitation, lieu, salle de la Marive, horaire 14h-18h, public, enfants, famille, mot de passe requis à l'entrée, ça c'est pour à propos de l'organisation, en collaboration avec la Ligue pour la lecture de la Bible, son service jeunesse engagé depuis des décennies dans la transmission des valeurs chrétiennes aux nouvelles générations, contact presse, etc. Tout y est. Je termine, je vous mets à l'abri de je vais simplement vous montrer un prompt pour un PowerPoint. PowerPoint. Donc, il m'a préparé un PowerPoint, puis je vous montre le dernier outil qui va probablement... Vous voyez toujours mon écran ici. Donc, le premier outil spécialisé que je vous présente, qui s'appelle Gamma. Et donc, je vais lui proposer le plan PowerPoint que l'IA précédente m'a proposé. Donc, je vais coller du texte, je colle le plan. Voilà, je choisis une présentation, mais ça pourrait être un site web ou un document ou des réseaux sociaux. Et je lui demande de travailler. Donc ici, je peux générer, condenser, préserver. Pour aller vite, je peux faire 8 cartes, donc 8 slides ou 10 slides. On va en faire 10 pour aller vite. Continuer. Je peux choisir un thème à mon PowerPoint. Par exemple, celui-là, il me paraît très bien. Et puis faire une génération par rapport à l'événement du 27 septembre prochain, Audi Kids en particulier. Et puis là, l'IA est en train de préparer la mission Lego secrète des 70 ans d'héritage en action. Et puis, il est là en train de me préparer une présentation PowerPoint, vous voyez, slide après slide, avec des images qui sont générées par l'intelligence artificielle aussi, avec euh, des graphiques qui sont tout aussi intéressants, des bénéfices, voilà. Hein. On va le faire, il est à la septième, on y arrive. Et puis, y compris un plan opérationnel, il a vraiment tout prévu. Merci. Impact attendu, plus de 200 participants, 500 valorisés, 70% de mémorisation. Merci pour tout ça. Et puis, à ce moment-ci, je peux aller à la vite et puis modifier mon PowerPoint jusqu'à ce qu'il me plaise. Et à ce moment-là, je peux le partager et l'exporter au format PowerPoint. Donc, et maintenant, il crée donc le PowerPoint. Je termine avec ça, hein. Je sais que j'aurais été long. Et puis, revenir au téléchargement et je vais vous partager tout de suite le magnifique PowerPoint que l'outil a généré pour moi. Et voilà, mission Lego. Il a même mis des Lego à droite, vous voyez. Et puis, en combien de minutes? 4 minutes, mon PowerPoint a été généré. Voilà, je termine avec ça en vous remerciant de votre attention. Et on est prêt pour la table ronde. Merci Serge. Oui, tout bon, c'était top, Emmanuel. Merci beaucoup.